C'est bon, on a l'inscription. Il y aura toujours des secrets à révéler sur cette fortification. À Metz, on a une particularité, c'est que les fortifications sont entretenues par 7 magistrats. On peut dire que l'histoire du rempart messin court jusqu'au XXe siècle. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Destination Moselle. Nous nous trouvons au pied de la Porte des Allemands, ce monument si emblématique de l'histoire de Metz. Ce lieu habituellement fermé au public nous est aujourd'hui accessible grâce à un chantier de fouilles archéologiques que mènent Julien, Nicolas, Johan et Mylène. Et nous allons les accompagner afin de chercher avec eux un morceau de la frise, cette frise que nous voyons ici qui se dévoile déjà mais qui au fur et à mesure qu'on s'avance se perd. Une émission donc pleine de surprises. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est donc au nord de la Porte des Allemands, le long de la Seille, qu'on se retrouve pour cette nouvelle émission en compagnie des archéologues de l'association Historia Mettensis. Et à notre arrivée, le chantier est déjà entamé. La fameuse frise se dévoile peu à peu à plus d'1 mètre sous le niveau du sol. Le visage, on distingue les yeux, la bouche. Celui-là, il est un peu entaillé. Hein. Ouais, il est un peu entaillé, ouais. Bah, même, tu vois le bloc, hein, ils l'ont entaillé. C'était lisse et il a pété à... Je vais essayer quand même de nettoyer l'autre à côté et de dégager au maximum pour si voir. Tu veux, prends une rasette. Hein. Alors effectivement, on a une frise avec une alternance de grelots et de boulets. Alors les grelots, on les reconnaît ici, ils ont une sorte de petite attache. La forme également est typique avec la clochette en bas. Et les boulets, c'est une forme circulaire. Et ici, ils ont tous un visage. Alors soit ils sourient, soit ils font la tête, ils ont un air triste. Alors celui-ci est déjà un peu entamé, on verra pas très bien. Mais je pense que sur les autres sondages, on verra vraiment des boulets en meilleur état avec des visages vraiment typiques. On creuse, on fait de belles découvertes, mais il faut aussi comprendre de quoi on parle et de quelle époque. Les habitués de l'émission se souviennent sans doute qu'il y a quelques mois, nous avions rencontré Mylène pour parler de l'histoire de la Porte des Allemands et de cette fosse Bré. Petit rembobinage donc, et piqûre de rappel concernant l'histoire des lieux et de la ville. À l'origine, il ne faut pas oublier qu'on a seulement 2 tours, elle est plutôt petite. Mais progressivement, la porte s'étoffe, s'agrandit. Metz, c'est une ville qui va s'enrichir aussi, qui fait du commerce. On appelle ça Metz la riche, Metz la bourgeoise, parce que c'est une ville qui fait du commerce. Ça peut être du commerce autour de l'argent, autour de la banque, mais aussi avec des artisans. Il y a une renommée autour d'un savoir-faire messin. Et alors, la ville de Metz, elle a aussi une particularité, c'est que à partir du Moyen-Âge, elle est ce qu'on appelle une ville libre d'empire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville libre d'empire? Alors, à partir du XIIIe siècle, les Messins vont se débarrasser de leur évêque. Et donc on passe voilà, le mettre dehors, le pauvre s'en va à Vic-sur-Seille. En fait, il se débarrasse de l'évêque et donc à partir de 1234, on a une ville qui va être gouvernée par ces bourgeois. On est très fiers de cette longue parenthèse. Qu'est-ce que c'était que la République des Parèges? Donc oligarchique, d'accord, mais c'est-à-dire? Alors les Parèges, en fait, ce sont de vieilles familles messines qui progressivement prennent le pouvoir dans la ville. Alors aujourd'hui, on connaît par exemple le Parège de Jurus, celui d'Outreseille. Ce sont des familles qui s'installent et qui prennent le nom du quartier où elles s'installent. Et ces familles sont les plus anciennes de la ville. Il y en a certaines qui font remonter leur existence jusqu'à l'Antiquité, qui se targuent de descendre des Troyens, par exemple. Ça fait toujours bien sur le CV. Oui, et donc faux. Bien sûr, c'est faux. On n'a pas vraiment de preuves, effectivement. Et donc elles prennent le pouvoir. Et quand je dis prendre le pouvoir, ça veut dire qu'elles vont occuper des postes stratégiques. Par exemple, le rôle de maître échevin. Mais aussi des rôles dans l'administration, que ce soit celle des fortifications, celle de la guerre, les affaires extérieures, etc. Et parmi ces riches familles qui gouvernent la ville de Metz, il y a celle de Philippe III d'Esch. C'est lui qui fera construire cette fosse Bré au XVIe siècle. Cette fosse Bré est par définition très épaisse et a pour vocation d'absorber les chocs de l'artillerie. Mais loin de n'être qu'un rempart de plus, cette construction défensive est couverte de décorations, y compris sur la caponnière. Les canonnières sont parées de ces magnifiques gueules de monstres. Et Philippe d'Esch lui-même apparaît, la tête entre les jambes, nous montrant un ensemble décoratif grotesque et qui participe à faire de cette construction défensive un élément absolument exceptionnel du patrimoine messin.
Et nous avons ici une autre partie de la décoration, donc avec cette fameuse frise de grelots et de boulets qui court tout le long du mur. Alors bien sûr, cette frise, elle sert à quoi? Elle sert aussi à montrer le prestige de la ville, d'une part, mais aussi le prestige de celui qui finance ces travaux défensifs, Philippe Desch. Et ça marche plutôt bien, puisque sans cette frise, aujourd'hui, nous ne serions pas là à parler de lui. Je vais maintenant retrouver Julien Trapp, président de l'association Historia Metensis. Et ça tombe bien, j'ai plein de questions à lui poser. Julien, donc c'est toi qui diriges ce chantier de fouilles. Alors, ces fouilles archéologiques, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes à faire ici, donc au pied de cette fosse Bray? Disons qu'on dispose de dessins qui sont vieux d'un siècle et demi à peu près, qui montraient, qui représentaient des reliefs, des bas-reliefs, mentionnant éventuellement comment a été construit cet ensemble architectural. On a des pistes dans les archives qui évoquent le nom de Philippe III d'Esch, qui était un des maîtres échevins à cette époque-là, au début du XVIe siècle. Ouais. Et donc, il y aurait un bas-relief et une inscription qui non seulement évoquerait le nom de Philippe d'Esch, mais également comment a été construit cet ensemble-là. Le dessin rapporterait qu'il s'agissait d'une construction sur pilotis. Comme on est près de l'eau, ça paraît pas aberrant. Ouais. Mais il faut toujours rester prudent avec les dessins du XIXe siècle. Ils peuvent être un peu fantasmés ou mal interprétés. Donc l'idée, c'est, comme tout chercheur, bon chercheur j'espère, de regarder, vérifier que ces inscriptions soient exactes. Donc là, alors il y a combien de sites de sondage et de fouilles? 3, 4? Alors là, on a programmé 5 sondages en tout. 5, d'accord. C'est une opération qui fait suite à une opération réalisée en 2016, où on cherchait déjà des éléments en lien avec la construction de cet ensemble-là. Là, les 5 sondages, il y en a un principal et 4 secondaires, si je puis dire. Il y en a 2 qui sont là pour retrouver des décors, puisque la base de ce mur de fosse Bray, est décorée de grelots ou des boulets explosifs, avec également des visages un peu énigmatiques, un peu grotesques. Donc voir si tout ça se poursuit sur toute la longueur de la fosse Bray ou si c'était juste concentré près de la caponnière d'Esch. Il y a 2 sondages aussi au pied d'une des tours d'artillerie, une des plus imposantes de la fortification à Metz, qui représentent des canonnières en gueule de monstre. Ce sont des blocs qui sont enchâssés dans le mur, donc on ne peut pas les prélever, y décorer la fortification. On va en faire une photogrammétrie pour en garder une mémoire numérique. On va en faire un relevé le plus précis possible pour conserver vraiment la mémoire de tout cet ensemble-là, et tout sera remblayé après. Mais on va documenter un maximum et après le diffuser scientifiquement, mais aussi auprès du grand public pour divulguer un peu le résultat de nos recherches. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses à connaître sur ce rempart de Metz? Parce qu'il y a beaucoup de travaux déjà qui ont été faits. Hein. Est-ce qu'il y a encore des secrets sur ce fameux rempart, les remparts de Metz? Alors je pense qu'il y aura toujours des secrets à révéler sur cette fortification. Par exemple, cette tour d'artillerie qui est juste derrière nous, on pourrait y pénétrer, mais comment? Faudrait un peu casser, c'est pas le but. Mais oui, et puis on connaît plus ou moins le tracé de la fortification, donc au gré des aménagements et donc opérations archéologiques, alors préventives, pas programmées comme ici, peut-être on retrouvera des éléments de cette fortification des 13e, 15e, 16e siècles, et qui pourront peut-être nous en dire un peu plus sur l'évolution de la défense de Metz au Moyen-Âge. Alors les secrets de Metz, toi c'est quelque chose qui te passionne depuis bien longtemps, puisque en plus donc de travailler au musée de la Cour d'Or, d'être historien et de mener de nombreuses recherches, tu es président de l'association Historia Metensis. Historia Metensis qui a vraiment à cœur de révéler tous les secrets de Metz, alors sur toute l'époque, une époque en particulier. Raconte-nous un petit peu cette association. Alors on est un peu estampillé association qui s'intéresse au Moyen-Âge. C'est juste qu'on n'est pas très nombreux, on est une association de bénévoles, on est une quinzaine à peu près. On est une association qui regroupe d'anciens camarades de promotion de l'Université de Metz en histoire. Et on s'est créé, on va dire, en 2008. On voulait trouver un sujet de recherche et on s'est aperçu que les fortifications de Metz au Moyen-Âge, il n'y avait pas grand-chose qui existait dessus, hormis l'ouvrage de Jean Thiriot notamment. Il n'y avait pas de relevé archéologique, il n'y avait pas d'investigation en profondeur qui avait été faite. Et donc à partir de 2011, avec l'autorisation de l'État via le service régional de l'archéologie, le soutien de la métropole, notamment du musée de la Cour d'Or et du service d'archéologie préventive, on a commencé à faire des relevés, alors de simples relevés d'observation sur cette fortification, en relevant les murs, en essayant de
comprendre un petit peu chaque détail, chaque pierre, comment tout ça s'agençait et percevoir les évolutions de la fortification, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et donc ça, ces relevés ont été effectués entre 2011 et 2013. En 2016, on a fait une première opération de ce type-là, qui était un peu plus modeste, qui nous a permis de retrouver près de la caponnière d'Esch non seulement une inscription, mais également des bas-reliefs qui mentionnaient en fait tous les protagonistes qui ont participé à la construction de cet ensemble-là, à la fois le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, le maître maçon, qui sont mentionnés dans une inscription et qui sont représentés. Les personnages qui sont près de la caponnière d'Esch sont les personnages qui ont participé à la réalisation, à la construction de tout cet ensemble au début du XVIe siècle. Donc on a presque une bande dessinée finalement de l'histoire de cette Fosbrée et de cette caponnière. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup Julien. Merci, je sais que tu as encore beaucoup de boulot, oui, donc on va te laisser y retourner, mais on reste pas loin quand même, hein. On va refaire quelques images. Eh ben, n'hésite pas. Super, merci. À plus tard. À tout à l'heure. Retour sur le chantier. L'un des sites de fouilles a permis de mettre au jour cette immense canonnière, plus large que les autres, déjà recensée et tout aussi décorée. Une découverte qui ravit les archéologues, même si les travaux du 19e siècle semblent avoir été faits avec peu de soin. Cette porte, aujourd'hui murée, a amputé la canonnière d'une bonne partie de son apparat. Discrètement, je m'approche afin d'écouter Julien et Nicolas, qui échangent leurs premières constatations. Par contre, là, je vois pas de départ de décor. Après, on n'est peut-être pas assez loin. Une fois dégagée, la canonnière doit être nettoyée. Et c'est Mylène qui arrive pour s'en occuper. C'est le moment que je choisis, évidemment, pour venir l'embêter un peu et lui poser mes questions. Salut Mylène. Salut Tim. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire et surtout qu'est-ce que tu découvres ici avec ton équipe? Eh bien écoute, on est en train de dégager la base de cette tour pour mettre à jour une gigantesque canonnière, tu vois, avec une très belle crinière et une canonnière absolument monstrueuse, c'est qu'à de le dire, gigantesque. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus grande que celle qu'on peut voir sur la caponnière. Hein. Alors elle est plus grande parce qu'on pense qu'en fait elle offrait un angle de tir beaucoup plus important qui allait au-delà de la seille. D'accord, ok. Donc là, elle a été en partie bouchée. Une porte a été créée sans doute fin 19e par les Allemands pendant l'annexion. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'était de redécouvrir cette canonnière, en faire le relevé. Et puis par la suite, découvrir l'autre canonnière de l'autre côté de la tour. Alors cette canonnière qui est donc sur cette tour fait partie de cette Fosbrée hein, qui est construite au XVIe siècle. Pourquoi est-ce que sur cet ensemble défensif, il y a autant de décoration? Ça peut surprendre quand même. Alors c'est vrai que ça peut surprendre, mais à Metz, on a une particularité, c'est que les fortifications sont entretenues par 7 magistrats, qu'on appelle les 7 des murs. Il y a sans doute un découpage, ils ont des portions d'enceinte. Et sur cette portion, donc de la porte des Allemands, sans doute jusqu'au pont des grilles de la Basse-Seille, au XVIe siècle, c'est Philippe d'Esch qui a l'entretien, en fait, qui doit veiller à l'entretien de cette portion. Et on sait qu'il y a une grande crue qui va saper une partie du mur, donc de la porte des Allemands jusque toute cette zone ici. Le mur tombe dans la Seille, on est au début du XVIe siècle. Et au moment de faire reconstruire, au lieu de refaire finalement un mur lambda, on va dire, on construit ici une Fosbrée, donc un mur qui est censé absorber le choc de l'artillerie, les canons, etc. Et au passage, au lieu de faire un mur tout simple, on vient faire un mur décoré avec une frise qui court de la porte des Allemands jusqu'au pont de Manges, en fait, qui a été construit au XXe siècle. Je propose qu'on continue cette discussion. C'est le moment de faire une pause, non? Quelques minutes. Je vais remonter. Ouais, j'arrive. Ça marche. Ah voilà, c'est quand même mieux pour discuter. Hein. Je retire ça, il fait chaud. J'imagine. Alors ce rempart, là on se trouve vraiment au pied de l'histoire défensive de Metz. Tout à fait. Un petit peu. Hein. Les remparts de Metz, on le longe. On longe. Les remparts de Metz, c'est donc 17 siècles d'histoire. Ça nous emmène directement donc, dans l'Antiquité. Chez les Romains, effectivement. Les Romains. Au début, on a une fortification au IIIe siècle, la fortification de la ville messine d'Yves de Rome. Et puis on a une ville qui est quand même assez attractive. On a des habitants. Ça commence à grandir, et puis on a des habitants qui commencent à s'installer en dehors de la fortification du IIIe siècle. C'est les faubourgs. Et puis un faubourg, ça signifie un cœur économique, et donc de l'argent. Et on a besoin de mettre à l'abri ces faubourgs. Donc progressivement, au Moyen-Âge, la ville qui est alors dirigée par un évêque décide de protéger au fur et à mesure les différents faubourgs, et on va donc étendre la fortification. Alors la fortification s'étend à ce moment-là, et il va y avoir plusieurs phases. Hein. Notamment ensuite au XIIe, XIIIe siècle, quand on va recommencer à étendre la ville parce qu'à chaque fois elle s'étend sur les terres, et au fur et à mesure qu'elle s'étend, Metz devient aussi, Metz
la républicaine, mais Metz aussi la riche, Metz la commerçante. Oui. Alors 1234, c'est l'épisode très célèbre de la guerre des Amis, où les nobles, enfin les parèges, les familles les plus riches de Metz se débarrassent de l'évêque, récupèrent le pouvoir, et à partir de ce moment-là, effectivement, on a une phase d'extension de l'enceinte qui est plus importante. L'agrandissement avait déjà commencé sous les évêques précédents, on parle souvent de Bertram, mais ce n'est pas le seul. Et les familles vont prendre le commandement et vont continuer à étendre l'enceinte, avec des portes comme la porte des Allemands magistrale, une muraille épaisse, solide. Vue de l'extérieur, vraiment, on a l'impression que c'est une ville qui est bien fortifiée. On sait aujourd'hui, en réalité, avec l'étude des comptes et même les fouilles archéologiques, on a une muraille qui n'était pas forcément en bon état, ce qui explique qu'en 1552, quand les Français arrivent, les premières mesures qui sont prises, c'est des mesures, finalement, on rase la muraille et on met en place quelque chose de plus solide pour résister au siège de Charles Quint. Oui, ça c'est aussi une histoire emblématique de Metz, quand Henri II s'empare de Metz, je ne sais pas si le mot est juste, parce qu'il entre dans la ville, on ne s'attend pas à ce qu'il reste, finalement, voilà. Et il reste, mais la ville, pour autant, n'est pas officiellement française. Metz deviendra française qu'en 1648, avec le traité de Westphalie. Oui. On a gardé pendant un certain temps, je ne sais pas si on peut parler de privilège, mais une habitude, en tout cas, le fonctionnement de la ville est resté quelques années, quelques décennies encore, alors que la ville était censée être française. Et comme tu l'as dit, elle ne sera officiellement que sous Louis XIV. Ce rempart, on peut dire que l'histoire du rempart messin court jusqu'au XXe siècle finalement. Au XXe siècle, quand il est paradoxalement démonté par les Allemands. Pendant l'annexion, les Allemands réalisent des travaux. On est dans une période où on a besoin d'ouvrir la ville, le courant hygiéniste, créer des percées, des avenues. Et alors, certaines portions vont être conservées, heureusement pour nous, et puis d'autres vont être tout simplement rasées. On pense au ring au niveau de l'avenue Foch. Ici, on a sécurisé, on a conservé, peut-être parce que c'est la porte des Allemands, ça aurait été dramatique d'y toucher. Mais malgré tout, derrière toi, on a creusé, enfin, on a percé ce pont de Manges. C'est venu empiéter sur la fortification. De la même façon qu'on a préservé une partie du pont fortifié, le pont des Grilles de la Basse-Seille. Mais malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, on a 1/6 de la fortification qui a été conservée, tout le reste a disparu. Très bien. Merci Mylène. Je t'en prie Tim. Je te laisse retourner bosser, je ne vais pas te mettre en retard. Merci. Alors aujourd'hui, ce lieu est fermé au public, mais au XIXe siècle, les Allemands qui investissent le territoire après la défaite de 1870, vous le savez, Napoléon III et le Second Empire s'écrasent contre la Prusse, le territoire devient donc allemand. Eh bien les Allemands vont faire ici un chemin de promenade. On est dans cette ère du romantisme, et alors là on se trouve au milieu de ruines, défensives, certes, mais dans les ruines d'un autre temps, ce qui plaît aux Allemands. Aujourd'hui donc, cet espace est interdit au public, c'est dommage, parce que ça permettait de se rendre bien compte de la hauteur de ces murs qui entouraient Metz. De retour sur le chantier, Jean-François, caméra à la main, et moi-même suivons de près les recherches qui se poursuivent. L'ambiance a quelque peu changé parmi les membres de l'association. Une certaine tension est apparue. Et pour cause, ce nouveau sondage qui vient de débuter devrait normalement permettre de retrouver l'une des pièces maîtresses des décorations de cette fosse Bré. Ce fameux bas-relief dont nous a parlé Julien tout à l'heure. Et pendant que Johan creuse avec prudence, les membres de l'équipe observent et attendent. Et soudain, l'œil de Julien s'éclaire, l'excitation monte encore d'un cran. C'est bon, on a l'inscription. Donc ça veut dire en gros qu'à partir de là, ils construisent la fortification sur les... Non, pilotis c'est vers là-bas, et là-bas c'est sur coffrage en bois. Si l'inscription est ici, il y a donc fort à parier, selon les dessins du 19e siècle,
que le bas-relief tant recherché ne se trouve pas loin. Celui-ci représente 2 renards portant un curé attaché, tirant une langue fourchue. Cette scène pourrait avoir une symbolique très forte et faire référence à un épisode de la vie de Philippe III d'Esch. En 1531, le maître échevin est chargé de faire le tour des couvents et monastères de la ville et de ses alentours afin de contrôler leurs richesses. Mais en arrivant au couvent des frères Baude, Philippe d'Esch rencontre le frère Rogier et ce dernier lui transmet les menaces qui courent contre les membres du gouvernement de la ville. Pour avoir fait preuve d'honnêteté, le curé sera arrêté et emprisonné sur ordre du maître échevin avant d'être banni de la cité messine. En sachant que le renard est l'un des symboles caractérisant la famille d'Esch, que la langue fourchue est le symbole du blasphème et de la conspiration, tout semble coïncider entre la scène représentée sur ce bas-relief et ce chapitre de l'histoire messine. Sur le chantier, les archéologues creusent désormais à la force de leurs bras afin d'être certains de ne pas endommager un éventuel vestige. Tous ensemble, les membres de l'association creusent et les efforts sont payants. Progressivement, le bas-relief émerge des profondeurs. Mais le bonheur des archéologues est tout de même terni par l'état de la sculpture. En effet, il est difficile de reconnaître les renards et le moine attaché. Là, on a le personnage qui est qui est horizontal, là. En tout cas, c'est génial. C'est très abîmé, mais en tout cas, elle est là. Malgré cette déception, ces fouilles archéologiques menées par l'association restent un succès. Et grâce aux différents relevés, l'équipe peut désormais mieux rendre compte de l'état de la fortification, mais aussi de son histoire. Julien, le chantier touche à sa fin. Le bas-relief, qui était vraiment l'objet de toutes les attentions, a été trouvé. J'imagine que ça, c'est une joie. Mais est-ce que l'état dans lequel il se trouve est une déception? Alors, la découverte en soi est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a très peu d'exemples de ce type-là sur des fortifications, des décors de ce type-là. On en connaît très peu, comme la caponnière qui est décorée, et il y a assez peu d'exemplaires. La petite déception, effectivement, c'est l'état de conservation. Là, on a le dessin du 19e. On voit que les visages des 2 renards ont été burinés, que le visage du moine est en partie détruit également. Donc c'est un peu dommage, mais en tout cas on sait que c'est là. Maintenant on sait exactement où ça se trouve. Alors tout va être emblayé évidemment, mais grâce à la topographie on saura localiser précisément, peut-être pour les générations futures, pour la mise en valeur de cet endroit-là. Et surtout ça nous permet d'avoir cette inscription qui nous révèle vraiment la technique de construction de ce mur de fortification. On sait qu'il y a une partie vers la porte des Allemands qui était construite sur pilotis à cause de l'humidité, et vers le nord, la partie qui est construite à l'aide d'une laie, c'est-à-dire d'un coffrage en bois, une fondation où on coule du mortier et on monte le mur au-dessus. Donc aujourd'hui, grâce à ces fouilles, on a la confirmation aussi donc d'une construction assez, je ne vais pas dire moderne pour l'époque, mais qui aurait pu paraître fragile et qui pourtant a tenu pendant des siècles. Sur pilotis, c'est toujours un peu bancal, non? Alors on a d'autres exemples d'après les archives de fouilles de la fortification à Metz. On sait par exemple près du moyen pont des Morts, on avait le mur qui était construit aussi sur pilotis. Donc c'est rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est tout ce programme architectural voulu par ce personnage, Philippe III d'Esch, qui était le maître échevin, je le rappelle, et qui a voulu vraiment laisser son empreinte sur la ville, à la fois à travers des inscriptions, à travers des décors, à travers des canonnières décorées. On est vraiment au début du XVIe siècle avec l'émergence de l'humanisme, la Renaissance, voilà, tout ça s'inscrit dans cette mouvance-là et c'est vraiment, le cas de Metz c'est exceptionnel, vraiment un cas limite unique en France, voire en Europe, et ces découvertes vraiment viennent éclairer l'histoire de la ville de Metz à la fin du Moyen-Âge. Et alors Philippe d'Esch réussit un coup de maître, c'est que sans toutes ces décorations qu'il a voulu,
Bah, en fait, on serait pas là à parler de lui aujourd'hui. C'est ça. Grâce à lui, on se souvient de lui finalement 5 siècles après, contrairement à ses prédécesseurs qui ont certainement contribué à construire d'autres édifices, d'autres portes de fortification, d'autres ouvrages remarquables, sauf qu'eux n'ont pas laissé leur nom. C'est vraiment cette période de la Renaissance où on veut remettre l'homme au centre des préoccupations. On mentionne leur nom, enfin ils se mentionnent eux-mêmes d'ailleurs, hein, c'est le principe du mécénat quelque part, pour qu'on se souvienne d'eux, et la preuve, on est en leur présence grâce à ces représentations et ces inscriptions. Donc satisfait quand même de ce chantier de fouilles. Très satisfait, voilà, on ne peut pas tout avoir malheureusement. Super, merci Julien. Merci à toi Timothée. Depuis 14 ans, ces archéologues et historiens qui forment ensemble une bande de potes passionnés ont travaillé d'arrache-pied pour développer et consolider les connaissances que nous avons sur l'histoire de la ville de Metz. Les fouilles archéologiques permettent toujours de mieux comprendre l'histoire d'un territoire. Et grâce à ces passionnés de l'association Historia Mettensis, on en sait encore un peu plus sur l'histoire de la Porte des Allemands. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Destination Moselle. Si cette vidéo t'a plu, mets-nous un pouce bleu, laisse un commentaire et abonne-toi en activant la cloche pour ne pas louper les prochaines émissions.